Par une fraîche matinée parisienne, dans le 6 arrondissement, un homme élégant en costume sombre était assis à la table d'un café discret près du jardin du Luxembourg. Il s'appelait Guillaume Mercier, fondateur d'une société technologique cotée en bourse, mais en cet instant, il n'était ni patron ni investisseur, juste un père désemparé. Face à lui, son fils Léo, 6 ans, triturait un vieux tigre en peluche, le regard fuyant, la tête basse, muré dans un silence épais. Léo n'avait jamais prononcé un mot de sa vie. Et malgré toutes les fortunes que Guillaume avait dépensées en spécialistes, logopèdes, thérapeutes comportementaux, rien n'y faisait. Depuis la mort tragique de Claire, la mère de Léo, dans un accident survenu 2 ans plus tôt, Guillaume se débattait seul dans une spirale de culpabilité et d'épuisement. Les journées étaient toutes identiques, réunions interminables, décisions d'entreprise, puis retour dans un appartement luxueux devenu glacial, où il peinait à entrer en contact avec son propre fils. Les silences de Léo étaient comme des murs invisibles, et chaque tentative de rapprochement échouait un peu plus chaque jour. Guillaume n'en parlait à personne. Il s'enterrait dans le travail et prétendait que tout allait bien. Un soir, ne supportant plus le vide du frigo et le silence pesant de l'appartement, Guillaume décida d'emmener Léo dîner dans une petite brasserie de quartier, chez Camille, un lieu sans prétention, à la déco un peu vieillotte, mais rempli d'odeurs réconfortantes de soupe à l'oignon et de quiche faite maison. C'était là qu'il venait autrefois avec Claire, quand il n'avait pas encore de responsabilité, quand tout semblait plus simple. Ce soir-là, en entrant dans l'établissement, il ne savait pas que sa vie allait basculer. Ils s'installèrent dans un coin tranquille. Peu après, une jeune serveuse s'approcha, souriante, avec un plateau en équilibre sur une main. Elle s'appelait Manon, avait une vingtaine d'années, de longues boucles rousses attachées en chignon, et une manière d'aborder les clients qui mêlait douceur et humour. Lorsqu'elle se pencha vers Léo, elle ne fit aucune grimace ni remarque déplacée sur son mutisme. Elle lui dit simplement « Salut toi, tu veux un chocolat chaud avec plein de mousse ?» Léo leva les yeux. Il ne répondit pas, mais il ne détourna pas le regard non plus. Et pour la première fois depuis des mois, Guillaume sentit une minuscule lueur d'espoir. Manon ne le savait pas encore, mais ce regard allait tout changer. Les jours suivants, Guillaume revint à la brasserie, toujours avec Léo, toujours à la même heure. Et Manon, entre 2 commandes, s'asseyait parfois un instant près d'eux, déposant une serviette pliée en origami devant l'enfant, ou dessinant un chat avec une paille trempée dans le chocolat. Elle ne le forçait pas à parler, ne posait pas de questions gênantes, ne s'imposait pas. Elle était simplement là, présente, constante, bienveillante. Au bout d'une semaine, Léo commença à sourire. Au bout de 2, il tendait les bras vers elle en entrant. Guillaume observait, fasciné, cette alchimie étrange qu'il ne comprenait pas, mais qui semblait opérer là où la science et la raison avaient échoué. Manon n'était ni logopède, ni thérapeute. Elle était juste humaine. Et cette humanité, Léo l'absorbait comme un enfant assoiffé. Guillaume, d'abord méfiant, se surprit à attendre ces moments autant que son fils. Il se surprit à rester plus longtemps au café, à poser des questions à Manon sur sa vie, son parcours, ses rêves. Elle lui confia qu'elle avait fait du bénévolat dans des centres spécialisés, qu'elle adorait travailler avec les enfants et qu'elle rêvait d'enseigner un jour. Lui ne disait presque rien de lui, mais il l'écoutait, ce qu'il n'avait plus fait avec personne depuis la mort de Claire. Puis, un soir d'automne, Léo posa sa main sur le bras de Manon, la regarda droit dans les yeux et murmura pour la toute première fois un mot. Manon. Un simple prénom. Un souffle. Mais pour Guillaume, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il sentit ses genoux fléchir, ses mains trembler. Les larmes montèrent sans qu'il puisse les retenir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ne dormit pas. Il regarda son fils dormir, les bras autour de son tigre en peluche, et il sut qu'il ne pourrait plus faire marche arrière. Il devait comprendre. Qui était cette serveuse capable d'atteindre l'âme de son fils? Et pourquoi, alors que tout le monde avait échoué, elle, avec son sourire sincère et ses origamis maladroits, avait réussi là où tout semblait perdu? Quelques jours après le premier mot de Léo, Guillaume retourna à la brasserie plus tôt que d'habitude, tenant une enveloppe dans sa main, l'air nerveux, comme s'il allait passer un entretien d'embauche à l'envers.
Il demanda à parler à Manon en privé, et elle, curieuse, l'accompagna sur la terrasse arrière, à l'abri des regards. Là, il lui tendit l'enveloppe sans un mot. À l'intérieur, une offre d'emploi soigneusement rédigée, avec une rémunération mensuelle généreuse, un logement de fonction dans sa résidence de Neuilly-sur-Seine, un véhicule à disposition et un contrat de CDI pour devenir l'accompagnante personnelle de Léo. Manon releva les yeux, surprise, et dans son regard se mêlèrent hésitation, fierté et quelque chose de plus profond. « Vous voulez m'employer » demanda-t-elle, sa voix pleine d'un mélange d'amusement et de choc. « Pas vous acheter. Vous inviter à entrer dans sa vie, d'une manière plus stable, plus durable. » Manon resta silencieuse un long moment. Puis elle dit doucement : « Si je viens, ce ne sera jamais pour l'argent. Ni pour une place dans un monde que je ne comprends pas. Ce sera pour lui. Et seulement si c'est encore lui qui me laisse entrer. » Guillaume comprit, pour la première fois peut-être, que toutes ces solutions reposaient sur le contrôle, les contrats, les garanties, mais qu'avec Manon, ces outils perdaient leur sens. Ils décidèrent donc de laisser Léo choisir. Manon accepta de venir passer une journée chez eux, simplement comme invitée. Lorsque Léo la vit entrer dans le grand hall de la maison, il courut vers elle et la serra sans hésitation. Ce fut suffisant. Le soir même, elle s'installa dans une chambre du rez-de-chaussée, transformée en petit cocon cosy à sa demande. Elle posa une seule condition, pas de personnel autour d'elle, pas de protocole, pas de blouse blanche. Juste de la simplicité. Mais l'arrivée de Manon bouleversa l'équilibre de la maison. La gouvernante, en poste depuis 10 ans, la regardait avec froideur. L'assistante personnelle de Guillaume s'inquiétait des rumeurs qui pourraient circuler. Et les proches collaborateurs du père de Léo commencèrent à murmurer « Une serveuse, vraiment ?» Mais Guillaume, bien qu'hésitant au début, s'en fichait de plus en plus. Chaque jour, Léo progressait. Il disait de nouveaux mots, mimait des scènes de dessins animés, riait à gorge déployée. Et au centre de cette métamorphose, il y avait Manon. Guillaume lui proposa de l'emmener à des dîners officiels. Elle refusa. Il tenta de lui offrir un sac de luxe. Elle le rendit. Il lui proposa de financer ses études à distance. Elle le remercia, mais déclina. Ce n'était pas de l'ingratitude, mais un besoin viscéral de rester libre. Elle ne voulait pas devenir une ombre dorée dans l'univers d'un homme riche. Elle voulait garder sa vérité. Et plus Guillaume essayait de la rapprocher de lui avec les moyens qu'il connaissait, argent, confort, privilèges, plus elle reculait doucement. Un soir d'automne, alors que la pluie battait les vitres de la grande baille du salon, Guillaume rentra plus tôt et trouva Léo seul, jouant en silence. Manon était dehors, sur la terrasse, une tasse de thé entre les mains, l'air perdu dans ses pensées. Il la rejoignit, tendue, et demanda pourquoi elle l'avait laissé seule. Elle répondit calmement. « Parce qu'il a aussi besoin d'espace. Il doit apprendre à ne pas dépendre. » Cette remarque, pourtant juste, fit éclater une dispute. Guillaume l'accusa de négligence, elle lui répondit qu'il étouffait son fils par excès de peur. Les mots montèrent, les reproches tombèrent comme des couperets. Léo, en larmes, se réfugia sous la table. Et le silence revint pas le silence doux de l'apprentissage, mais celui lourd du doute et de la rupture. Les jours suivants, Manon évita Guillaume. Léo régressa. Il redevint distant, silencieux, absent. Guillaume sentit le vide revenir, plus douloureux encore qu'avant. Une nuit, incapable de dormir, il rédigea une lettre. Une vraie. Écrite à la main. Sans signature électronique. Sans en-tête. Juste ces mots, bruts, maladroits, sincères. Il y demandait pardon. Il reconnaissait qu'il avait essayé de transformer leur relation en contrat, qu'il avait projeté ses angoisses sur elle, et que, malgré tout, il n'avait jamais cessé d'espérer qu'elle les choisisse. Pas parce qu'ils avaient besoin d'elle, mais parce qu'il l'aimait. Le lendemain matin, sa chambre était vide. Mais sur le lit, soigneusement pliée, une feuille. Manon écrivait qu'elle devait partir. Qu'elle devait comprendre ce qu'elle ressentait. Que Léo et Guillaume avaient bouleversé sa vie, mais qu'elle devait maintenant se retrouver elle-même. Elle ajoutait.
Si nos chemins doivent se recroiser, ce sera parce que nous l'avons choisi. Pas parce qu'on m'a demandé de rester. » Et la porte se referma. Cette fois, sans bruit. Mais avec un vide assourdissant. Depuis le départ de Manon, la maison de Neuilly-sur-Seine avait retrouvé son silence d'origine, mais ce n'était plus le silence neutre de la solitude, c'était une absence qui pesait, qui hurlait dans les couloirs malgré l'opulence des lieux. Léo avait cessé de parler. Il ne touchait plus à ses jouets, refusait de sortir, et passait des heures recroquevillé dans un fauteuil, serrant son tigre en peluche comme une bouée dans une mer déchaînée. Guillaume, lui, se rendit compte qu'il ne supportait plus cette maison pleine de souvenirs. Tout ce qu'il regardait, la cuisine, le jardin, le piano lui rappelait Manon. Pas par romantisme. Par manque. Par douleur. Les cris de Léo, ses crises, ses silences angoissants réapparurent. Il recommença à frapper du poing les murs, à se rouler au sol, à se cacher dans les coins sombres. Et ce simple mot qu'il avait appris, Manon, se transforma en appel déchirant qu'il répétait chaque nuit dans son sommeil. Guillaume, pour la première fois, comprit qu'aucune stratégie ne sauverait la situation. Il ne pouvait ni acheter ni rationaliser ce qui se passait. Il devait agir autrement. Il devait partir. Chercher. Comprendre. Il délégua temporairement la direction de son entreprise, annula ses réunions, mit son téléphone sur silencieux. Et avec une valise, un carnet de dessins de Léo, et la photo usée de Manon, il prit la route avec son fils. Direction, le sud de la France, là où Manon avait parlé avoir fait du bénévolat dans des centres pour enfants. Marseille. Montpellier. Nîmes. À chaque étape, il visitait des centres d'accueil, des associations, des crèches spécialisées. Partout, il montrait la photo. « Vous l'avez vue? Elle s'appelle Manon. Elle travaille avec des enfants. » Le plus souvent, on secouait la tête. Parfois, on disait « ça me dit quelque chose », mais sans suite. Et pourtant, Guillaume continuait. Léo aussi. Car peu à peu, le voyage se transformait. Loin de la maison, loin du cadre oppressant, Guillaume devint un vrai père. Il dut apprendre à gérer les colères de Léo seul, à lui faire à manger avec 3 ingrédients dans une kitchenette d'hôtel, à improviser des jeux en voiture, à l'écouter vraiment. Ils dessinèrent ensemble, mangèrent dans des petits bistrots, dormaient parfois côte à côte dans des lits simples. Léo recommença doucement à communiquer. Pas par mots, mais par gestes, par regard. Et Guillaume apprit à décoder tout ce que son fils n'avait jamais dit. Un soir à Collioure, un petit village coloré sur la côte, alors qu'il dînait dans une crêperie, Léo pointa le ciel et murmura un mot, « étoile ». Guillaume sentit son cœur exploser de fierté. Il pleura en silence. Il savait que chaque mot était un miracle. Il le nota dans un petit carnet, comme un trésor. Le lendemain, Léo dessina une silhouette avec de longs cheveux attachés et une tasse fumante. C'était Manon. Guillaume sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Ils poursuivirent leur voyage jusqu'aux Pyrénées, où une bénévole dans un centre pour enfants avec trouble du langage leur dit qu'elle avait récemment vu une jeune femme rousse, très douce, donner des ateliers artistiques. Elle ne se souvenait pas de son nom, mais son sourire l'avait marqué. Guillaume n'hésita pas. Il prit la route vers Bagnères de Bigorre, une petite ville au pied des montagnes, et se rendit au centre. Dans une salle remplie de peintures, de tampons encreurs et de crayons éparpillés, une silhouette familière lisait une histoire à voix basse à un petit groupe d'enfants. C'était elle. Manon leva les yeux. Elle le vit. Puis elle vit Léo. Elle se leva lentement, figée. Et Léo courut. Il courut vers elle comme s'il retrouvait son monde. Il l'enlaça fort, enfouit son visage dans son pull, et murmura. « Tu m'as manqué, Manon. » Elle ferma les yeux. Guillaume s'approcha, à quelques mètres, le souffle court, incapable de parler. Elle leva les yeux vers lui, les larmes débordant. Il ne dit rien. Il savait que ce moment valait plus que tous les discours. Ce soir-là, ils ne repartirent pas. Ils dormirent tous les 3 dans la petite chambre d'appoint du centre. Léo, au milieu, s'endormit la tête posée sur le bras de Manon, le tigre toujours serré contre lui. Guillaume resta éveillé.
Il regarda Manon dormir, épuisée, paisible. Il comprit alors que ce voyage n'avait pas seulement été pour retrouver Manon. Il avait été pour retrouver lui-même. Et son fils. Après cette nuit paisible passée au pied des Pyrénées, dans la petite chambre du centre associatif, le monde ne semblait plus aussi bruyant, ni aussi dur. Le matin, Manon se réveilla en premier, et vit Léo encore endormi, un sourire paisible au coin des lèvres. Guillaume, de son côté, se tenait assis près de la fenêtre, regardant le lever du soleil. Il ne dit rien. Pas tout de suite. Puis, d'une voix calme, il dit « Je n'ai plus peur ». Manon comprit tout de suite ce qu'il voulait dire. Il ne parlait pas du voyage, ni de l'avenir. Il parlait de son rôle de père, de l'amour, de la perte, et de ce qu'il avait appris en l'écoutant vraiment. Ils restèrent dans le village encore 2 jours. Pas pour fuir la réalité, mais pour dire au revoir lentement à cette période transitoire entre douleur et renaissance. Et un matin, Manon annonça qu'elle rentrerait avec eux à Paris. Pas comme salariée. Pas comme nounou. Pas comme l'aide discrète au fond du couloir. Mais comme quelqu'un qui avait choisi d'être là. Guillaume lui proposa de rester indépendante, de continuer ses projets, et même de reprendre ses études s'il le fallait. Il ne voulait rien retenir. Juste l'aimer eux deux, à leur rythme. De retour à Neuilly-sur-Seine, la maison n'était plus la même. Guillaume avait fait retirer les objets trop froids, repeint la salle à manger en couleurs plus douces, installé un coin lecture dans le salon pour Léo. La gouvernante, qui ne comprenait pas ce changement, avait été remplacée par une aide-soignante formée aux besoins particuliers de l'enfant. Le personnel avait changé, tout comme l'ambiance. Il n'y avait plus de hiérarchie, plus de distance. Juste des liens. Manon n'habita pas tout de suite avec eux. Elle prit un petit appartement juste à côté pour garder un espace personnel. Mais elle venait chaque jour, partageait les repas, accompagnait Léo à ses rendez-vous, faisait partie du quotidien. Peu à peu, elle devint un pilier. Pas un soutien temporaire. Un membre de la famille. Léo, lui, ne cessait de progresser. Il parlait à voix basse au début, puis s'affirmait, posait des questions, faisait des blagues maladroites mais charmantes. Il avait trouvé sa voie, et surtout, il avait trouvé la sécurité pour l'utiliser. Un dimanche matin, alors que tout le monde prenait le petit déjeuner dans le jardin, Léo posa sa tartine, regarda Manon et dit, sans hésitation. « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» Le silence tomba. Même les oiseaux semblaient s'être arrêtés. Manon mit quelques secondes à répondre, les yeux embués. « Tu peux. Et tu n'as même pas besoin de demander. » Guillaume, de l'autre côté de la table, ferma les yeux un instant. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit complet. Quelques semaines plus tard, un événement discret réunit leurs proches, un goûter dans le jardin, sans robe blanche ni alliance en or, mais avec des rires d'enfants, des jeux, de la musique douce, et une phrase dite à voix haute par Léo, qui tenait un dessin à la main représentant 3 personnes et un tigre en peluche. « Voilà ma famille. » Le mot « famille », pour Guillaume, était autrefois synonyme de perte, de nostalgie. Aujourd'hui, c'était un miracle vivant. Manon n'avait pas seulement appris à Léo à parler. Elle lui avait appris à exprimer l'amour, à se sentir digne, à exister. Et Guillaume, lui, avait compris que la vraie richesse ne résidait ni dans ses actions, ni dans ses placements, mais dans les moments silencieux autour d'un chocolat chaud, dans les regards sincères, dans les secondes où plus rien n'existe sauf la personne devant vous. Dans le salon, au-dessus de la cheminée, ils accrochèrent un cadre avec un dessin de Léo, 3 silhouettes qui se tiennent la main sous un ciel étoilé. En bas, un seul mot. Maison.